téléspectateurs, merci de nous suivre. Voici les titres de ce 24 septembre 2019. Lancement euphorique du projet de construction du premier pipeline d'exportation du pétrole du Niger via le Bénin sur le site de Koulélé dans la région de Difa à l'est du pays. Le président Mahamadou Issoufou a salué le plus grand projet de l'histoire du pays depuis l'indépendance. Nous reviendrons sur la tenue de la seconde édition de la foire des universités américaines qui s'est déroulée ce samedi 21 septembre à Abidjan. L'événement a vu la participation remarquable d'un public très nombreux, comme nous le verrons dans la première de ce journal. Pour notre dossier entrepreneuriat, nous irons au marché de Kaolina à Djamé, dans le centre d'Abidjan, à la rencontre des vendeurs de tissus. L'activité est en forte progression ces dernières semaines. À la faveur de la rentrée des classes, l'élément vous sera proposé en fin d'édition. La seconde édition de la foire des universités américaines se déroulait ce samedi 21 septembre à l'espace CRAE UMOA dans le quartier du Plateau à Abidjan. Ce sont une quarantaine d'universités américaines qui ont pris part à l'événement qui a vu la participation de milliers d'étudiants et de nouveaux bacheliers. Le résumé de cette journée dans ce reportage. Pour le public ivoirien, c'était l'occasion rêvée de scruter les opportunités d'études en Amérique. Ce samedi 21 septembre, l'espace CRAE UMOA du quartier du Plateau à Abidjan abritait la deuxième édition de la foire des universités américaines qui a vu la participation d'une quarantaine de structures universitaires américaines venues à la rencontre du public estudiantin ivoirien. Dans les stands, de nombreux étudiants et élèves, souvent accompagnés de leurs parents, qui se bousculaient pour s'imprégner des opportunités d'études aux États-Unis, une destination privilégiée pour la formation professionnelle. Je m'appelle Lorignon Aziz, je suis venu ici pour trouver une université après le bac, pour fréquenter aux États-Unis si c'était possible. Et l'organisation ici était vraiment parfaite. Tous les stands étaient bien organisés, ils nous ont bien accueillis. Et... Là, mademoiselle Yapi, bon, je suis venue par rapport au Salon international des écoles américaines. Et voilà. En tout cas, la première chose que je remarque ici, c'est que lorsqu'on arrive, d'abord les universités demandent d'abord une base en anglais, c'est-à-dire passer le test du TOEFL. Voilà, au moins la base. Ensuite, bon, il y a beaucoup la promotion de, comment on appelle, du master, en fait. Et pour notre pays, les gars parlent beaucoup de communication. Alors, une autre remarque aussi, c'est concernant vraiment les prix. Alors, il faut dire que les prix ne sont vraiment pas d'ordre social. Voilà, ils donnent des prix vraiment qui n'est pas donné à n'importe qui. En fait, il faut avoir au moins une famille aisée. Donc, du coup, il va falloir beaucoup privilégier les bourses aussi, nos écoles. Voilà, donc c'est ce que je peux vraiment préconiser. Pour donner au moins la chance à quelques-uns, surtout ceux qui ont un bon niveau à l'école, mais qui n'ont pas forcément les parents avec beaucoup de moyens de pouvoir fréquenter ces universités-là. Alors, bonsoir, je suis Rosine Aboké. Alors, je suis là avec ma fille qui est en seconde. Bon, là, c'est une opportunité pour les élèves, je pense, qui souhaiteraient continuer les études aux États-Unis, de venir s'informer de ce que les unités peuvent offrir comme débouchés. Donc, on a fait un peu le tour. Il y a les différentes filières, ceux qui veulent faire l'art, ceux qui veulent faire tout ce qui est finance, marketing. Bon, voilà, tout. Et donc, on sera sûr aussi de savoir s'il y a des bourses qui sont octroyées, c'est important parce que c'est des universités qui coûtent cher. Et donc je pense que c'était intéressant d'être là, c'était bien d'avoir toutes ces informations, ça nous permet de nous projeter. Les opportunités existent. Quand bien même le coût des études paraissent globalement élevé par rapport aux capacités financières des populations locales, des mécanismes sont élaborés par les établissements américains pour faciliter l'insertion des jeunes Ivoiriens et Africains de sorte à homogénéiser au mieux les conditions de développement dans une perspective de croissance inclusive de l'économie mondiale, en misant sur la formation des élites africaines pour transformer la structuration des économies locales sur le modèle de la réussite américaine. Je m'appelle Sarah, je travaille dans la section consulaire à l'ambassade des États-Unis. Donc c'est la section où les étudiants vont pour demander le visa d'étudiant. Vraiment, le processus commence avec les universités américaines. Il faut déjà être admis à quelques universités pour avoir
un bon plan pour les études. Cette rencontre représente un enjeu réel pour le renforcement des relations ivoiro-américaines, comme le reconnaît Hélène Peterson. Je suis Hélène Peterson, je suis l'attachée culturelle à l'ambassade américaine ici à Abidjan pour la Côte d'Ivoire. Je suis très heureuse d'être ici et de vous parler de notre exposition d'éducation USA. Nous avons presque 40 universités aujourd'hui, peut-être c'est 36, 38. Qui représente une gamme d'universités américaines. Vous savez peut-être que nous avons plus de 4500 universités aux États-Unis, de très petites à très grandes. Il y a quelque chose pour tout le monde. C'est ce que nous avons aujourd'hui, c'est pour cimenter un peu les relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Nous trouvons que les étudiants et les élèves ivoiriens ont une très forte performance aux États-Unis quand ils vont, ce qui montre la motivation que vous apportez à votre éducation et l'emphase que nous mettons toutes les deux nationalités, et américaines et ivoiriennes, sur l'éducation et la jeunesse. En intensifiant ces initiatives dans le sens du rapprochement, les structures de formation universitaire peuvent servir de levier à l'atteinte des objectifs de développement en replaçant la jeunesse au cœur du processus. Les 57 130 bacheliers de la session 2019 au Sénégal seront tous orientés dans les universités publiques. C'est la décision prise à l'issue de la réunion de coordination entre le ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Anne, et les recteurs. Cette rencontre, qui était élargie à l'ensemble des responsables d'établissements publics, visait à prendre les dispositions et mesures nécessaires à une bonne rentrée académique 2019-2020. À ce jour, plus de 52 000 bacheliers ont déjà validé leur inscription sur la plateforme d'inscription en ligne Campusen. C'est au tour des États-Unis d'accueillir un bureau de l'Association des universités africaines à Washington, après l'Égypte et le Soudan. La date d'inauguration de ce bureau est prévue pour le 1er octobre 2019. L'ouverture de cette représentation répond à la volonté du secrétaire général Étienne Ehil de tisser et renforcer les liens dans l'enseignement et la recherche entre les établissements africains et américains en s'appuyant sur les représentations diplomatiques africaines et des associations universitaires et professionnelles de la diaspora. L'Association des universités africaines, créée en 1967, vise à renforcer les performances du continent en matière de recherche scientifique et de qualité de formation dans le domaine de l'enseignement supérieur. On ouvre la page économique. Le projet de construction d'une ville intelligente dans le centre d'Anyama, en Côte d'Ivoire, baptisé Akwaba City, a été présenté ce vendredi 20 septembre dans cette commune au nord d'Abidjan à l'occasion d'une rencontre entre la société promotrice Sofia et les leaders de communautés locales. Cette future agglomération prévue pour être bâtie sur une superficie de 77 030 hectares entre dans la vision de construction de villes durables fondées sur le respect des normes écologiques. Le bilan est satisfaisant en termes de convergence macroéconomique pour les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. C'est ce qui ressort du rapport du département de politique économique et de la fiscalité intérieure. Selon les experts, l'ensemble des États respectent les 3 critères fondamentaux de convergence, à savoir le ratio du solde budgétaire global, le maintien sous la barre de 3% du taux d'inflation annuel et le ratio de la dette publique dont le plafond est fixé à 70% du PIB. L'objectif des États est de relever le défi de l'harmonisation des politiques monétaires d'ici le 31 décembre 2019 selon les recommandations des pays membres prises en 1999. L'on s'attend à une croissance de 6,7% dans l'Union malgré les turpitudes liées aux tensions commerciales et à l'insécurité dans les États sahéliens.
On fait un point sur la 8e édition de la retraite annuelle stratégique de la banque Coris Bank International. Les 20 et 21 septembre dernier, les décideurs de l'institution étaient réunis à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour tabler sur l'activité de la banque en général, la définition des perspectives et des pistes d'amélioration au titre du dernier trimestre de l'année et de la digitalisation des opérations. À en croire le directeur général de la banque, Diakari Ouattara, c'est un exercice qui a été très fructueux avec une progression de 8% des ressources clients. En termes de dépôt, l'exercice à mi-parcours fait ressortir un bilan de 639 milliards de francs CFA et en termes de financement dans l'économie, Coris Bank a réalisé plus de 547 milliards de francs CFA. C'est le plus grand projet de notre histoire depuis l'indépendance. Ces propos sont du chef d'État nigérian Mahamadou Issoufou qui annonçait fièrement le 17 septembre dernier le démarrage des travaux de construction d'un pipeline pour faciliter l'exportation du pétrole nigérian via le port autonome de Cotonou au Bénin. Ce pipeline d'une longueur de 1982 km sera construit par la China National Petroleum Corporation pour un coût global de 4,5 milliards de dollars. Le Niger vise à multiplier sa capacité d'exportation du brut de 20 000 barils par jour, actuellement à 110 000 barils à l'horizon 2022. Dans l'actualité économique en Europe, la vague de licenciements continue au sein du secteur bancaire. Depuis le début de cette année, ce sont plus de 44 000 postes qui auraient été supprimés dans les différents pays de l'Union européenne. Les dégraissages d'effectifs se succèdent à tour de bras, une situation qui s'explique notamment par les réformes opérées par les structures bancaires en fonction de l'environnement international. Comment réduire le taux de sous-emploi dans la région d'Afrique subsaharienne? La question préoccupe la Banque africaine de développement qui interpelle les États africains sur les efforts à fournir pour améliorer le taux de création d'emplois. L'on estime entre 60 et 70% de taux de population non salariée en Afrique, la plupart exerçant dans des emplois précaires. Pour la BAD, il s'agira notamment de lever les obstacles liés au financement des initiatives économiques. Le point dans ce reportage. En Afrique subsaharienne, 70 à 90% de la population active exerce dans des emplois non salariés. Or, selon la Banque africaine de développement, le continent devra générer entre 12 et 15 millions d'emplois chaque année. Ce taux de sous-emploi très élevé pousse l'institution financière à tirer la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, la question donc du sous-emploi sonne comme un défi majeur pour nos États, en ce sens que chaque dirigeant africain, chaque politique doit intégrer les données, le volet création d'emplois et surtout le volet transfert de compétences avec les partenariats que nous signons donc avec l'Europe, l'Asie et les États-Unis. La question de l'emploi pose en effet un réel problème social et économique en Afrique. Bien que souvent diplômés, les jeunes ont souvent du mal à trouver un emploi. L'entrepreneuriat reste alors une voie de sortie pour nombre d'entre eux. L'alternative ici déjà, c'est de mettre définitivement un thème au système bancaire classique. Le système bancaire classique voudrait donc que le jeune puisse donc fournir des garanties. Il reviendra aux États de jouer donc le rôle de garant devant donc des banques, de jouer donc le rôle d'intermédiaire en offrant donc des garanties à ces banques-là afin que véritablement on puisse assister donc au financement des start-up, des petites et moyennes entreprises et même des méso-entreprises. La stagnation de l'emploi a retardé la réduction de la pauvreté. Bien que la part des pauvres en Afrique soit passée de 56% de la population en 1990 à 43% en 2012, le nombre de personnes pauvres reste élevé selon plusieurs études. Voyons à présent ce que la population ivoirienne sait du CAMES. Qu'est-ce que c'est que le CAMES? Quel est son rôle dans la gestion du monde universitaire en Afrique francophone? On y va pour le micro-trottoir.
Pour moi, le CAMES est une structure qui est chargée de valider certains diplômes au niveau des écoles, afin de pouvoir permettre aux étudiants qui sont en Afrique de pouvoir aller étudier à l'étranger avec leur diplôme obtenu dans leurs établissements, dans leur pays d'origine. À ce que je sache, le CAMES c'est un groupe d'intellectuels qui authentifie en fait les diplômes au niveau du supérieur, quoi. Donc c'est ça le CAMES. Voilà, c'est des professeurs qui ont atteint tous les hauts degrés, voilà, et qui authentifient les diplômes que les doctorants présentent. C'est eux qui les testent et puis bon, qui confirment effectivement que leur diplôme est valable. Bon, pour moi, le CAMES, selon moi, c'est une organisation internationale qui atteste la crédibilité des écoles. Le CAMES, c'est le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, mais de l'enseignement supérieur, et qui sert à donner vraiment la qualification, ou bien donner, ma foi, reconnaître la crédibilité même du diplôme d'enseignement supérieur. Voilà. Et s'attache aussi à donner, à pouvoir évaluer les enseignants du supérieur pour pouvoir leur décerner des grades supérieurs dans l'enseignement supérieur évidemment, comme par exemple le doctorat et puis plus. À présent, on suit le doc pour mieux cerner les contours. Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES est une institution africaine. Depuis sa création, plusieurs missions ont été assignées au CAMES, entre autres, assurer la promotion et favoriser la compréhension et la solidarité entre les États membres, instaurer une coopération culturelle et scientifique permanente entre les États membres, collecter et diffuser tout document universitaire ou de recherche, préparer les projets de convention entre les États concernés dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche et contribuer à l'application de ces conventions. Coordonner les systèmes d'enseignement supérieur et de la recherche afin d'harmoniser les programmes et les niveaux de recrutement dans les différents établissements des pays membres. En 2011, au thème de la 28e session du CAMES, le professeur Bertrand Mbachia était élu secrétaire général en remplaçant du professeur Mamadou Moustapha Sall. Comme annoncé dans les titres, on vous propose à présent de suivre ce dossier entrepreneuriat sur la commercialisation des tissus du marché au marché du kaolin à Abidjan. Nos reporters sont allés à la rencontre de quelques gérants de magasins qui se sont montrés particulièrement ouverts en cette période de rentrée scolaire où l'activité démarre sa haute saison. Suit cet élément, Christian Argo. Des tissus de toutes sortes étalés sur des tables ou enroulés autour de rouleaux de bois. Dans les échoppes du marché du Kaolin à Djamé, en plein cœur d'Abidjan, le décor est quasiment le même. Chaque jour, dès les premières heures de la matinée, les commerçants, propriétaires ou gérants de ces magasins ouvrent leurs portes. La journée de travail étant prête à démarrer, spécialistes dans la vente de tissus importés et locaux qui en cette période de rentrée scolaire a fait le plan de stock de marchandises et en particulier de tissus pour tenues scolaires. À cette période, les chiffres de vente grimpent et ce rythme sera maintenu jusqu'au mois de décembre avec les fêtes de fin d'année. Vraiment, c'est bon, avant, ça dépend. Quand c'est la rentrée scolaire, là, c'est période de tissus, de tenues scolaires, là ça bouge un peu. Par jour, chacun peut vendre 40 000, 50 000, 60 000. Bon, mais actuellement, vous savez là, souvent même pour vendre 5 000, même c'est difficile. Voilà, franchement, même pour vendre 5 000, c'est difficile. Ce business, il y est rentré de manière héréditaire. Fils de commerçant de tissu, c'est aux côtés de son père qu'il a appris ce métier qui lui permet aujourd'hui de s'assumer sur le plan social. D'autres, par contre, ont choisi d'explorer ce secteur d'activité après en avoir discerné la rentabilité à l'instar de Mamadou, étudiant, qui, face au manque de moyens financiers, s'est investi dans la vente de tissus dans ce marché, véritable carrefour commercial à Abidjan. Et cela lui réussit plutôt bien. Même s'il n'est pas toujours évident de satisfaire les attentes des parents, notamment
notamment en matière de prix, les vendeurs de tissus du marché du kaolin développent chacun des techniques de vente pertinentes qui leur permettent de convaincre le client, même le plus réfractaire. Comme toute activité génératrice de revenus, la vente de tissus constitue une alternative crédible dans l'aboutissement des objectifs de réduction de la pauvreté. Sauf que là encore, le besoin d'accompagnement financier se fait ressentir. À présent, suivons le cours du franc CFA à l'international. Voilà, c'est tout pour le journal d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un autre journal sur 2GF TV. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.